Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur les filarioses. En effet, après les modules sur les vers plats, autrement dit les platelments, sur les vers ronds, autrement dit les nématelments, on va s'attaquer au module dû à des microfilaires. Donc pour cela, on verra aujourd'hui le chapitre relatif à l'éléphantiasis. Donc, je vous propose le plan suivant. On va procéder par une définition. On fera de l'historique. On va décrire le parasite, puis l'épidémiologie de la maladie, le cycle biologique. On parlera des signes cliniques, du diagnostic biologique de la maladie, de la lutte et de la prévention. Comme toujours, je commence par une technique de persuasion. Et là, nous avons David Goggins, un Navy autrement dit qui fait partie de l'armée américaine. Et pour être Navy SEAL, c'est une épreuve titanesque où vous serez à bout. Et là, il fait une déclaration dans laquelle il dit que déclare war to yourself. Autrement dit, quand vous voulez le succès, c'est en vous améliorant vous-même, c'est en améliorant vos compétences, c'est en améliorant vos acquis que vous allez accéder au succès. Donc, il faut travailler plus sur vous-même que sur votre propre travail si réellement vous voulez du succès. C'est en améliorant vos compétences, c'est en améliorant vos acquis que vous aurez du succès plutôt qu'en travaillant dur sur votre travail. Et David Goggins fut qualifié comme l'homme le plus résistant ou le plus dur vu les efforts qu'il s'impose pour travailler et s'améliorer. Je me rappelle d'une épreuve, je pense que dans Guinness, il a le record du monde de celui qui a le plus de pompes. Parce qu'il pouvait faire, je ne sais pas, c'est 10 000 pompes, ce qui fait que pratiquement toute la journée, il est suspendu en train de pomper. Imaginez cela. Ça, il faut vraiment avoir du caractère. Ceci étant, on va commencer le cours en disant que la filariose lymphatique est aussi appelée l'éléphantiasis ou la bancroftose. Elle est aussi appelée la wucheruriose ou la brugiose. Eh bien, ici au Niger, les Hausa l'appellent Kafagiwa, autrement dit le pied de l'éléphant, car morphologiquement, les personnes souffrant d'éléphantiasis ont un pied qui ressemble à un pied d'éléphant. Nos parents germains l'appellent aussi Keberi, qui a la même signification, autrement dit un grand pied ou bien le pied de l'éléphant. Et vous voyez ici des personnes qui souffrent d'éléphantiasis avec un pied normal et l'autre pied qui est à terre. La filariose de Bancroft était connue au VIe siècle avant Jésus-Christ, et ce par les médecins hindous et persans sous le nom de l'éléphantiasis arabicum. D'un point de vue historique, il faut dire qu'en 1863, les microfilaires ont été découverts par Demarcaille et Wucherer, qui les ont mis en évidence dans les urines. En 1876, Bancroft observa pour la première fois les adultes femelles. Et en 1878, Patrick Masson découvre que l'hôte intermédiaire était le moustique du genre Culex. En ce qui concerne l'agent pathogène, il faut dire que c'est une filaire lymphatique appelée Wuchereria bancrofti. Donc c'est Wuchereria bancrofti qui est l'agent pathogène de la filariose lymphatique. C'est une filaire lymphatique qui est filiforme, qui est ronde, autrement dit c'est un nématode, de couleur blanche et de quelques centimètres de longueur. Ce sont des vers vivipares, autrement dit ils ne sont pas ovipares, ils ne portent pas des vers, ils ne portent pas des œufs autant pour moi, mais ils émettent directement des larves. Et une femelle fécondée émet directement ses microfilaires
qui sont d'environ 300 micromètres de longueur dans la lymphe. L'homme est le réservoir naturel de la pathologie. Le mâle mesure 5 cm et la femelle environ 10 cm. Cette filariose entraîne au fait des lymphopathies connues sous le nom d'éléphantiasis. Et cela est dû surtout à l'obstruction des voies lymphatiques par les vers adultes. En effet, lorsqu'on empêche l'écoulement ou le drainage de la lymphe, c'est comme si on fait garrot. Ce qui fait que la partie distale par rapport au cœur va se gonfler parce que la lymphe va arriver et elle ne pourra pas remonter vers le cœur. Et si elle ne remonte pas vers le cœur, la partie où se trouve cette lymphe va continuer à se gonfler comme un tuyau d'arrosage que vous compressez. Eh bien, avant le lieu de la compression, il y aura une dilatation parce que la pression est assez forte. C'est exactement ce qui se passe avec ces microfilaires qui vont obstruer les voies lymphatiques, empêcher le drainage de la lymphe et la zone distale de l'obstruction va être gonflée parce que la lymphe ne pourra pas remonter au cœur via tout naturellement la circulation sanguine. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons la morphologie d'une microfilaire de Wuchereria bancrofti ayant une taille de 300 à 800 micromètres. Donc, vous voyez, c'est très petit. Il y a la présence d'une gaine. Donc, vous voyez, la paroi, c'est comme si elle est doublée. Il y a un espace céphalique qui court. Donc, la partie céphalique, c'est ici. Il y a des noyaux qui sont petits et qui sont séparés. Et enfin, l'extrémité est effilée. Donc là, nous voyons que l'extrémité est effilée. D'un point de vue épidémiologique, il faut dire qu'environ 120 millions de personnes sont infectées dans le monde. Et 40 millions souffrent d'infirmités et d'invalidité graves. Ces microfilaires se tiennent au niveau des capillaires pulmonaires et ils passent périodiquement dans le sang et se transforment en larves infestantes. Ensuite, prêtes à être ingérées par des vecteurs hématophages qui sont les hôtes intermédiaires. Donc, ces microfilaires vont se retrouver au niveau du sang périphérique et lorsque des vecteurs, en particulier les vecteurs hématophages, prélèvent du sang, ils vont servir d'hôtes qui vont assurer la transmission. Elle est transmise par la piqûre de moustiques femelles du genre Culex, du genre Aedes, du genre Mansonia et même des anophèles sont impliqués dans la transmission de la filariose lymphatique. Les larves infestantes sorties plutôt de la trompe du moustique et traversent activement la peau puis gagnent les voies lymphatiques où elles deviennent des adultes. Donc voilà comment se fait la transmission. Lors de la piqûre d'un vecteur, la larve traverse activement la peau. Et puis elle va se retrouver dans les canaux lymphatiques. Et c'est au niveau de ces canaux lymphatiques que ces larves vont devenir des adultes. Et les adultes vont se fertiliser et ce sont des vers larvipares. Les filarioses lymphatiques sont très répandues dans les zones rurales inter- et subtropicales du monde, avec une incidence globale qui est plus élevée en Asie qu'en Afrique. Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons la zone de répartition de la filariose. En rouge, c'est la zone pour Wuchereria bancrofti. Et puis, nous avons aussi en orange d'autres zones, particulièrement en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Pour ce qui est du cycle biologique,
Donc, il s'agit dans un premier instant des moustiques qui vont prendre leur repas sanguin sur l'homme et au cours de ce repas sanguin, les larves infestantes vont pénétrer activement. Ces larves vont se retrouver au niveau de la lymphe, dans les canaux lymphatiques où ils vont être des adultes. Et puis les adultes, après fertilisation, vont pondre plusieurs microfilaires. Et ce sont ces microfilaires qui sont responsables de la forme clinique, des manifestations cliniques de la maladie. Lorsque le moustique va prendre son repas sanguin, il va absorber en même temps que le sang les microfilaires. Et ces microfilaires vont se transformer en stade L1, L2, puis L3 chez le moustique. Et elles vont migrer au niveau des mandibules du moustique. Et c'est lors d'un repas sanguin qu'il va infecter un autre patient qui est sain. Donc, en ce qui concerne le texte, il faut dire que c'est un cycle hétéroxène qui fait intervenir l'homme qui est l'hôte définitif et qui fait intervenir un moustique qui est l'hôte intermédiaire. Au moment où le moustique, qui peut être un Aedes, un Culex ou même un Anophèle, prend son repas sanguin, et bien les larves L3 infestent ou pénètrent activement l'hôte. Elles gagnent les canaux lymphatiques où elles deviennent des adultes mâles et des adultes femelles. Après fécondation, la femelle pond jusqu'à 50 000 microfilaires par jour. Donc, voyez-vous la quantité de microfilaires que la femelle peut donner. D'où, naturellement, qu'il y ait une stase de la lymphe, qu'il y ait une perturbation de la circulation lymphatique. 50 000 microfilaires par jour qui passent dans le sang et dans les canaux lymphatiques qui seront obstrués, ce qui est responsable des manifestations cliniques de la maladie. Et ensuite, lors d'un repas sanguin, sur un sujet cette fois-ci qui est malade, un moustique absorbe les microfilaires. Ces microfilaires traversent la paroi de l'intestin du moustique et migrent vers le thorax. Elles vont muer en larve L2 puis en larve L3 et ce sont les larves L3 infestantes qui migrent vers la tête du moustique. Ce sont ces larves infestantes qui infesteront activement un autre sujet. En ce qui concerne la symptomatologie, on peut la décrire de la façon suivante. Les manifestations cliniques de la filariose lymphatique sont très diverses. Toutefois, les vers adultes sont dans les canaux lymphatiques. Ces vers adultes vont gêner la circulation lymphatique. Ils vont irriter l'endothélium et ils vont favoriser des accidents aigus de la circulation sanguine. Cela entraîne la stagnation de la lymphe. Cela va entraîner une hypertrophie, voire une sclérofibrose du derme. Autrement dit, le derme va être épais, il va se scléroser, il va augmenter de volume et c'est cela qu'on appelle l'éléphantiasis, qui est vraiment spectaculaire. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons un cas d'éléphantiasis. Les manifestations cliniques sont diverses. Parmi les manifestations cliniques, on peut obtenir des manifestations cliniques sous forme d'hydrocèle. Et là, nous avons un cas d'hydrocèle. Au-delà de l'hydrocèle, on peut trouver aussi d'autres manifestations cliniques qu'on appelle l'adénolymphocèle. Autrement dit, cette fois-ci, c'est la glande mammaire qui est atteinte. Autrement dit, la circulation lymphatique au niveau de la mamelle est obstruée. Et nous voyons ici une femme atteinte d'adénolymphocèle. Parlons à présent du diagnostic. Le diagnostic d'orientation, il est basé sur un séjour dans une zone d'endémie, plus précisément dans la zone intertropicale, mais aussi avec une présence d'une lymphangite ou bien d'une adénopathie et cela associé à une hyperéosinophilie. Le ver adulte est exceptionnellement retrouvé au cours d'une biopsie ganglionnaire, mais aussi il peut être visualisé par échographie ganglionnaire et lymphatique.
Le diagnostic de confirmation, il est basé sur la mise en évidence des microfilaires à l'état frais ou après coloration sur un frottis mince ou une goutte épaisse ou dans un kilo d'une leucoconcentration. Donc cela veut dire qu'on peut faire un frottis mince, on va le colorer et on peut observer sur une lame colorée, observer au microscope, on peut observer les parasites. On peut faire aussi une concentration des leucocytes par centrifugation et en ce moment, quand on prend la zone blanche, on peut observer à ce niveau les parasites. Cependant, les microfilaires ont une périodicité nocturne. Autrement dit, vous ne pouvez pas les trouver au niveau du sang périphérique à tous les moments. Vous les observerez le plus souvent la nuit. En effet, les prélèvements doivent être effectués la nuit entre 22h et 2h du matin si vous voulez optimiser les chances d'observation des microfilaires. Donc là, nous avons une image de lame colorée qui nous montre Wuchereria bancrofti. Et nous voyons très bien la partie céphalique et puis la partie effilée. Il est aussi démontré que la prise de 100 mg de diéthylcarbamazine 1 heure avant l'examen favorise la sortie des filaires dans le sang périphérique et permet de faire des prélèvements qui ne sont pas nocturnes, des prélèvements qui sont diurnes. Donc la prise de ce médicament permet d'avoir des parasites en zone périphérique et de ne pas être obligé de faire des prélèvements la nuit et on peut les faire le jour. Parfois, les microfilaires sont retrouvés aussi dans les sédiments d'une urine chileuse ou dans des liquides d'hydrocèle. Là, nous avons un prélèvement d'urine, nous avons une urine normale qui est claire et malheureusement, chez les personnes atteintes, on peut observer des urines qui sont chileuses et on peut observer dans ces urines des microfilaires. Pour ce qui est du traitement, on peut utiliser du diéthylcarbamazine, on peut utiliser de l'ivermectine. Toutefois, la destruction massive des microfilaires peut entraîner des manifestations allergiques d'intensité proportionnelle à la microfilarémie. Autrement dit, lorsqu'il y a beaucoup de filaires et que vous les tuez de façon massive par un traitement choc, vous pouvez observer des manifestations allergiques. Par conséquent, le traitement doit être progressif et doit être associé à des désensibilisants, en particulier les corticoïdes comme la dexaméthasone ou la prednisolone. Il faut aussi dire que des lésions tardives sont parfois drainées par traitement chirurgical pour essayer de réduire, par exemple, les hydrocèles qui sont pénibles à transporter. Imaginez quelqu'un qui transporte entre les deux jambes un scrotum qui lui fait 2 kg. C'est vraiment un encombrement stérique qui n'est pas facile. Donc, après le traitement, on peut faire de l'exérèse des scrotums, des testicules pour essayer de se débarrasser de l'hydrocèle. Les antibiotiques sont bénéfiques du fait d'une composante bactérienne. La diéthylcarbamazine est efficace contre les parasites adultes. Là, nous avons un patient avant et après traitement chirurgical. Là, c'est avant le traitement. Regardez au-delà de ses genoux, pratiquement au milieu de son tibia, l'hydrocèle arrive à ce niveau. Et bien, avec ceci, quel travail tu peux faire? Tu peux aller au champ, tu peux aller au marché. Quelle distance peux-tu parcourir par jour? Et regardez l'expression de son visage. Il est triste. Il est maigre. Et là, après l'intervention où il a été dans un centre chirurgical où on lui a fait l'exérèse de l'hydrocèle. Et là, l'expression de son visage, nous voyons bien qu'il est très content. Nous voyons qu'il est à l'aise. Et
Ça, ce sont les bienfaits de la chirurgie. C'est l'occasion de remercier infiniment mon ami docteur Salissou Bachili, qui était le coordinateur du projet ONCO, où ils font beaucoup d'interventions pour de la chirurgie foraine pour prendre en charge les patients qui souffrent d'éléphantiasis. En ce qui concerne la prévention, on peut mettre en place la lutte antivectorielle en utilisant des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action pour réduire le contact avec les vecteurs. On peut faire la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides lorsqu'on a une flambée afin de tuer les parasites adultes. On peut faire aussi la lutte anti-larvaire pour tuer les larves. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module qui est relatif à la wucherobiose ou la bancroftose ou l'éléphantiasis. Ce que les Hausa appellent Kohogiwa ou ce que les Germains appellent Keberi. Donc, je ne terminerai pas sans vous demander de vous abonner pour recevoir spontanément les modules que nous mettrons en place. Nous vous demanderons aussi de liker afin de soutenir cette communauté de sciences, car nous avons la ferme conviction que c'est par l'acquisition de la science, la mise en œuvre de cette science, l'acquisition de la technologie et la mise en application de technologies que nous changerons nos conditions de vie. Sur ce, je vous remercie et on se donne rendez-vous au prochain module.